côté de la déformation, il y a contrainte, qui représente l'effort interne par unité de surface sur la matière. On définit d'abord le vecteur de contrainte, que nous verrons par la suite dans des exercices, dans des applications partout. Voilà. C'est comme la limite quand la surface tend vers 0. Donc c'est le rapport de force delta F à travers cette petite surface delta S. On va imaginer que l'on coupe virtuellement le matériau en un point selon un plan de coupe, d'accord, orienté par sa normale. Alors la partie qui sera située d'un côté de la coupe exerce sur l'autre une force répartie. Vous voyez, ça va être une force répartie sur l'ensemble de la surface de contact. Et le vecteur de contrainte sera précisément la densité surfacique de toute cette force. Et bien évidemment, là on verra le théorème de Cauchy. C'est cet exploit. Et il établit qu'il existe un tenseur sigma tel que TI égale tenseur de contrainte sigma IJ fois la normale NJ, qui permet de calculer le vecteur de contrainte associé à n'importe quelle orientation de coupe N. Donc autrement dit, il suffit de connaître 9 nombres, les composants du tenseur qui seront sigma en un point, pour pouvoir reconstituer le vecteur de contrainte sur n'importe quelle facette imaginaire passant par ce point. Quelle que soit l'orientation, c'est un résultat d'une grande économie d'informations. Donc on aura une réduction de composantes de 9 à 6 composantes indépendantes. En équilibre de rotation d'un petit élément de matière, le fait que la somme des points doit être nulle, on va démontrer que le tenseur de contrainte est symétrique et que sigma ij égale sigma ji et qu'on aura réduit le nombre de composantes indépendantes de 9 à 6 composantes comme pour les déformations. Maintenant on va passer au tenseur de contrainte qui sera souvent représenté comme suit. Avec les contraintes, les composantes diagonales représentent les contraintes normales et les composantes non diagonales représentent les contraintes de cisaillement. Et à travers cette matrice, on peut calculer les invariants scalaires. I1 sera représenté comme la trace de tenseur, c'est-à-dire la somme de toutes les composantes diagonales du tenseur de contrainte, la somme des contraintes normales. I2 et I3 vont faire intervenir des combinaisons beaucoup plus complexes, et que I3 en particulier, c'est le déterminant du tenseur. Et à travers ces invariants, on va pouvoir calculer les valeurs propres du tenseur de contrainte. Mathématiquement, on va les retrouver par la résolution de l'équation suivante. C'est une équation qui sera polynomiale de 3e degré, dont les coefficients sont précisément les invariants que nous avons vus précédemment. Et physiquement, les contraintes principales, ils vont représenter les contraintes normales, maximales, intermédiaires et minimales que l'on peut observer en ce même point. Lorsqu'on oriente la facette de coupe selon les directions principales, particulières appelées les directions principales, pour lesquelles il n'y a pas de contrainte de cisaillement. Et c'est une notion principale dans le dimensionnement, parce que souvent, la contrainte principale maximale qui détermine si le matériau va rompre ou non. On va passer à l'équation de conservation, les équations de continuité. Et bien évidemment, j'ai fait encore une vidéo sur ça, mais sauf que c'était dans le contexte de la mécanique des fluides. Une équation de continuité ou l'équation de conservation de masse sont des équations qu'on peut les utiliser à la fois dans la mécanique des fluides et à la fois dans la mécanique des solides déformables. Et quel que soit le matériau considéré, qu'il soit fluide, solide, qu'il s'agisse d'un béton, de l'acier, de l'eau ou de l'air, on va les utiliser. L'équation de continuité, elle dit que la variation de la masse volumique plus la divergence de ρ fois V doit être nulle. Et c'est la traduction du principe selon lequel la masse ne peut ni apparaître ni disparaître spontanément. Et si la masse volumique augmente quelque part, c'est qu'il y a un flux net de matière entrant dans cette région-là. Dans le cas particulier très courant en génie civil, d'un milieu compressible, comme l'eau, le sol saturé dans certaines analyses, quand la masse volumique reste constante, et du coup il ne restera que le terme divergence de la vitesse qui doit être nul. Cela signifie ce qui entre en un petit volume doit sortir intégralement sans accumulation. Maintenant on va passer à la seconde loi de conservation, à savoir la conservation de la quantité de mouvement, qui donne les équations de Cauchy, parfois appelées les équations de mouvement. Vous avez ρ fois l'accélération U double point, et sera égale la divergence du tenseur de contrainte, plus les forces volumiques, c'est l'équivalent
locale de la deuxième loi de Newton. Pour un milieu continu, à gauche le terme d'inertie, la masse volumique multipliée par l'accélération, donc ça c'est le terme d'inertie. À droite, vous avez les forces internes, les forces massiques et les forces volumiques. Vous avez les forces internes représentées par la divergence des contraintes, qui mesurent les contraintes qui varient d'un point à l'autre et qui créent ainsi des forces internes nettes. Vous aurez les forces externes qui seront des forces volumiques représentées par le poids propre. Un cas beaucoup plus important pour nous les ingénieurs en structure, dans le cas le plus statique, où l'accélération sera nulle. On va obtenir les équations d'équilibre, la divergence des contraintes, plus les forces volumiques, plus le poids propre, il sera égal à 0. Ce sont des équations précisément que nous allons résoudre par la suite, sous une forme ou d'autre forme. À chaque fois que vous calculez l'équilibre dans une structure, vous allez tomber sur ces équations-là. L'avant-dernière partie, à savoir les lois de comportement. Jusqu'à présent, toutes les équations que nous vous avons vues, la cinématique, la conservation de masse, l'équilibre, sont universelles. Elles s'appliquent à n'importe quel matériau. Et elles ne suffisent pas à elles seules pour résoudre un problème, car nous avons plus d'inconnus que des équations. Et ce qui manque, c'est la loi de comportement qui décrit comment un matériau particulier, spécifique, réagit en reliant les contraintes à la déformation. C'est ici que la nature du matériau entre dans le jeu. Au début, on a juste vu les équations de cinématique, peu importe la nature du matériau. La loi de comportement la plus utilisée que nous connaissons tous en génie civil, c'est la loi de Hooke généralisée. Pour un matériau élastique, linéaire, isotrope, elle s'écrit comme suit. On peut aussi inverser pour exprimer les déformations en fonction des contraintes, ce qui est souvent beaucoup plus pratique en ingénieur. Les coefficients lambda et mu, ils sont appelés les coefficients de Lamé. Ce ne sont pas des grandeurs que vous mesurez directement en laboratoire, mais nous, on préfère utiliser plutôt la formule en fonction du module de Poisson et le module de Young. Module de Young mesure la rigidité du matériau en traction simple et le coefficient de Poisson mu qui mesure la traction latérale lorsque le matériau est étiré. Juste pour vous donner un ordre de grandeur par des exemples, le béton il a un module de Young de 25 à 35 gigapascal, tandis qu'un module de Poisson, un coefficient de Poisson qui est de 0,15 à 0,20. Pour l'acier, quant à lui, vous aurez une valeur de module de Young de 210 gigapascal avec un coefficient de Poisson de 0,3. Retenez bien ces ordres de grandeur, ils vous seront utiles dans les calculs dans le futur. Et maintenant, on va passer à la dernière partie. On va finir avec les critères de plastification ou bien de plasticité de Van Mies. Donc, tant que le matériau va rester dans le domaine élastique, la déformation elle est toujours réversible. C'est-à-dire que si on enlève la charge, le matériau il revient à son état initial. Mais au-delà d'un certain seuil de contrainte, le matériau notamment comme les métaux, les aciers, rentre dans un régime plastique. Et dans le régime plastique, les déformations ils sont irréversibles. Et notamment les critères de Van Mies sont les plus utilisés pour prédire les limites de plasticité. Il dit que la plastification commence lorsqu'une contrainte équivalente, appelée la contrainte de Van Mies, et notée Vm, atteint la limite d'élasticité du matériau noté sigma Y. Cette contrainte équivalente se calcule à partir du déviateur des contraintes, SIJ, c'est-à-dire la partie du tenseur des contraintes obtenue en retirant la partie sphérique, hydrostatique, et c'est un point fondamental en physique pour bien comprendre, parce que selon les critères de Van Mies, une pression hydrostatique pure, c'est-à-dire une compression égale dans toutes les directions, qui ne provoque jamais la plastification, aussi grande soit-elle. C'est-à-dire que uniquement la partie déviatorique des contraintes qui tend à changer la forme du matériau plutôt que son volume, et qui est responsable de la plasticité. En état plan de contrainte, c'est-à-dire lorsque la troisième contrainte principale est nulle, comme dans l'exemple que je vous ai affiché, ce qui est une situation très fréquente pour les plaques ou bien les éléments minces, le critère se simplifie en formule qui ne dépend que des deux contraintes principales restantes. Rappelez-vous, j'ai fait une capsule sur la théorie des plaques, j'ai fait une capsule sur les critères de Van Mies, même dans les critères de Tresca. Donc géométriquement, ce critère il est représenté par une ellipse. Tant que l'état de contrainte se retrouve à l'intérieur de cette ellipse,
le matériau reste élastique. Dès que l'état de contrainte atteint le contour de l'ellipse, la plastification commence. Alors, changeons maintenant complètement le type du matériau et on va s'intéresser aux fluides. Enfin, on va faire une petite introduction à la mécanique des fluides. Pour un fluide visqueux, newtonien, incompressible, la loi de comportement du fluide maintenant, elle est différente de celle des solides élastiques. Donc, P c'est la pression, D c'est le tenseur de taux de déformation, qui mesure la vitesse de déformation. Puisque dans un fluide, ce qui compte, c'est la vitesse à laquelle la particule se déplace et glisse les unes par rapport aux autres, et non un état de déformation fixe par rapport à une configuration de référence. Et en combinant cette loi de comportement avec les équations générales de conservation de la quantité de mouvement que nous avons vues plus tôt, et en tenant compte de l'incompressibilité, on obtient l'équation de Navier-Stokes qui gouverne les écoulements des fluides newtoniens incompressibles. Et bien évidemment, un point important à souligner, le terme non linéaire, c'est, comme j'ai dit, le terme convective au début, qu'on a vu. Donc c'est un produit entre la vitesse, par sa propre dérivée. C'est précisément ce terme non linéaire qui est à l'origine de la richesse extraordinaire de la mécanique des fluides, de la rhéologie, de la turbulence, et c'est aussi ce qui rend les équations de Navier-Stokes difficiles à résoudre analytiquement, au point que l'existence et la régularité de leurs solutions en 3 dimensions reste encore aujourd'hui un problème mathématique ouvert, l'un des 7 problèmes du prix de millénaire. Une dernière partie, ça sera une synthèse de tout ce qu'on a vu aujourd'hui dans la série MMC. Nous arrivons bien évidemment à la conclusion de ce cours. Je voudrais que vous reteniez par-dessus tout le reste ces 5 équations qui vont constituer la squelette complète de toute la mécanique des milieux continus. Premièrement, vous avez l'équation de la cinématique qui relie la déformation au déplacement. Deuxièmement, vous avez la conservation de masse sous sa forme la plus généralisée. Et puis troisièmement, l'équation d'équilibre qui relie la divergence et les contraintes à l'accélération et aux forces volumiques. Quatrièmement, la loi de comportement ici sous sa forme la plus simple, celle de Hooke pour un matériau élastique linéaire et qui pourrait être remplacé à n'importe quelle loi selon le matériau étudié. Et cinquièmement, la formule de Cauchy qui relie le vecteur de contrainte sur une facette au tenseur de ces contraintes. Ces relations prises ensemble forment un système complet aux limites appropriées des forces. Ça permet de résoudre n'importe quel problème en mécanique des milieux continus. Pour terminer, je veux vous repartir avec une vision beaucoup plus claire de la façon dont ce cours, qui peut sembler très théorique, mais qui va irriguer toute votre formation en génie civil, la résistance des matériaux, que vous étudiez pour calculer les poutres, les portiques, les flexions simples, n'est rien d'autre qu'une simplification de la mécanique des milieux continus pour les éléments élancés, où on fait des simplifications, des hypothèses supplémentaires comme celle de Navier et Bernoulli. La mécanique des fluides avec les équations de Navier-Stokes gouvernées par vos calculs d'hydraulique, écoulement en canaux, dimensionnement des conduites ou bien des études des nappes phréatiques. Utilisation d'air de rupture comme celui de Moore-Coulomb. C'est elle qui va nous permettre de calculer les tassements de fondation, les pressions des terres ou les poussées de terre sur un mur de soutènement. Et bien évidemment, sans oublier la méthode des éléments finis, qui aujourd'hui est l'outil numérique incontournable pour résoudre des problèmes de structure complexes et qui repose directement sur la discrétisation du principe des travaux virtuels, une reformulation intégrale des équations d'équilibre local que nous avons établies et qui apparaît ici dans l'écran. Et enfin, la mécanique de la rupture étudie comment, pourquoi les fissures se propagent dans les matériaux, qui utilise des champs de contraintes singuliers, voisinage des fissures caractérisé par un facteur d'intensité de contrainte K qui se calcule lui aussi à partir des tenseurs de contrainte que nous avons définis maintenant. Juste pour conclure, tout ce que vous avez à apprendre par la suite en mécanique des structures, des fluides, des sols n'est que l'application dans ces contextes particuliers des concepts de la mécanique des milieux continus. Tenseurs, déformations, contraintes, équations de conservation. Je vous remercie de votre attention et je reste à votre disposition pour toute question. N'hésitez pas à commenter. Je serai ravie de répondre à vos questions sur le module. Pour le support de cours, vous m'avez demandé de le partager. Je le partagerai avec vous avec plaisir par la suite. Vous aurez le lien dans la description de la vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi ma série.
N'hésitez pas à vous abonner, partager la vidéo partout, parce qu'il y en a des personnes qui auront aussi besoin de cette formation.